Après plusieurs jours passés à Niamey, bien entendu, une délégation conduite par la sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, la sous-secrétaire d'État américaine, accompagnée d'une responsable du Pentagone et du commandant en chef de l'AFRICOM. C'est quand même des hautes personnalités, mais qui n'ont pas pu rencontrer le général Tiani simplement parce que bah voilà, on dirait que le point d'achoppement aurait été le choix des partenaires par Niamey qui est reproché de s'être rapproché de la Russie. Et on accuse d'ailleurs le nouveau pouvoir d'avoir passé un accord secret sur l'uranium avec l'Iran. Des accusations, dirait-on, très graves. Est-ce que derrière ces accusations, ces menaces, n'est-ce pas toujours le spectre de l'intervention militaire au Niger? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule donne qu'ils ignorent, c'est que ce sont des hommes de dignité qui sont maintenant à la tête de nos pays au Sahel, parce que ce sont des hommes que le courroux des Africains, que l'injustice faite à nos peuples ont sécrété. Ils n'y peuvent rien du tout. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que quoi qu'ils fassent, ils peuvent tuer certains, ils peuvent provoquer la guerre, mais rien n'y fit. La donne a changé. La Big Amérique est le pays le plus pauvre d'Afrique. Qu'on les mette en équation, c'est quand même extraordinaire. En soi, c'est une victoire. Le Premier ministre Choguel Maïga a été révoqué de ses fonctions président du mouvement de 5 juin, le Rassemblement des forces patriotiques. Une décision qui apparemment n'a pas été facile à prendre, d'autant plus que la réunion, et c'est ce que nous apprenons, a duré, mais longtemps jusqu'à tard dans la nuit. Ma première question, que reproche-t-on à Choguel Maïga? Je suis peiné. C'est le minimum. Parce que nous avons cru en Choguel Maïga. Nous l'avons donné comme Premier ministre et l'onction de la CEDEAO à l'époque était nécessaire. Et d'ailleurs, quand le président Assimi est allé avec son nom, c'est l'embargo qui a été brandi. Si vous tenez à nommer ce monsieur, on vous impose un embargo. Malheureusement pour la CEDEAO, la commission, Assimi Goïta, en tant que soldat, a résisté et a dit qu'il ne pouvait pas reprendre sa parole au M5. Ça nous a obligés au M5 de faire tout pour que le M5 n'échoue pas à travers Choguel Kokala Maïga. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Très tôt, Choguel Kokala Maïga a réussi à nous mettre dos à dos. Notre invitée aujourd'hui sur TLR TV R7, Kumba Yarussi, enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali, membre du comité stratégique. Bonjour Kumba Yarussi. Bonjour Monsieur Christian. Je salue tous les panafricanistes et je souhaite que de plus en plus le panafricanisme recrute sur le continent. Merci d'être avec nous sur TLR TV R7. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. La Russie menacerait les intérêts existentiels de la France en Afrique. De son côté, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki se félicite plutôt des coups d'État survenus au Sahel, dont il estime que les auteurs sont de vrais patriotes africains qui luttent contre le néocolonialisme africain. Au Niger, vous le savez, les États-Unis jugent hasardeux le choix des nouveaux partenaires par Niamey qui s'est rapproché de la Russie et accuse le nouveau pouvoir de Niamey d'avoir passé un accord secret sur l'uranium avec l'Iran. En réaction contre ces allégations jugées mensongères et très graves, Niamey a dénoncé samedi 16 mars dernier avec effet immédiat
L'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012 et a ordonné en outre le départ immédiat des troupes américaines. Nous irons ensuite au Mali, chez vous, pour comprendre la crise de leadership au sein de votre mouvement, le Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Voilà pour l'essentiel des titres qui vont caractériser ce décryptage de l'actualité africaine avec un accent particulier sur le Sahel, juste après cet extrait de discours de Gabriel Attal, Premier ministre français, visiblement dans la peau d'Emmanuel Macron. Suivez. La Russie a changé de posture. Sa posture s'est durcie, évidemment, dans le cadre de ce conflit, de cette agression armée, mais aussi vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la France et de ses alliés. Vous en êtes conscient, évidemment, en tant que président de commission, et je crois que chacun l'a vu. Multiplication de fausses informations pour nous intoxiquer. Tentative de déstabilisation pour nous diviser. Déstabilisation dans des pays où nos forces étaient déployées, je pense au Sahel. Cyberattaques qui se multiplient. Militarisation de l'espace. La réalité, c'est que la Russie est une menace directe et immédiate pour la France sur tous les plans. Voilà, nous allons commencer par l'instrumentalisation de la guerre en Ukraine par Emmanuel Macron, qui tente d'expliquer à ses compatriotes que les problèmes de la France sont dus à la guerre en Ukraine, notamment par les menaces russes. Quel commentaire vous inspire cette ligne de lecture de la guerre en Ukraine par la France? La France, à travers Macron, est aux abois. Macron est aux abois en ce que, à l'éclatement de cette guerre qu'ils ont souhaité, son ministre de l'économie et des finances avait fait une sortie hasardeuse dans la fanfaronnade qu'on les connaît. Nous allons détruire l'économie russe. Le rouble ne vaudra plus rien. Aujourd'hui, c'est la France et les Français qui ne savent plus où donner de la tête. Quand la France a levé le lièvre sous la coupole de Washington, la France était loin de s'imaginer les effets que ça ferait, les conséquences pour l'Europe et singulièrement pour la France, parce que en ce qui concerne l'Europe, même les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne sont plus solides finalement que la France, parce que la France est assise sur du mensonge, sur du faux, sur l'exploitation des peuples noirs d'Afrique. Les choses vont mal. Donc finalement, la France s'est rendue compte de ce que elle doit se réformer, de ce que les seules déclarations mensongères, la fanfaronnade et tout le reste n'aident pas à régler quelques questions que ce soit. Ils sont pris dans leur propre piège, les Français. Macron, son ministre des Finances, le Premier ministre aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Parce que la France ne vit que grâce à l'Afrique, sur tous les plans, même sur le plan diplomatique. Donc aujourd'hui, la guerre Ukraine-Russie a bon taux. Sinon, en réalité, la France est en train de se lamenter de ce que l'Afrique est en train de lui échapper. Donc, le filon d'or qui a permis à la France depuis des siècles de s'enrichir, de vivre, de payer ses chômeurs, etc. Ce filon d'or ne va plus exister. C'est ça la vérité. Alors donc, que faut-il comprendre par évidemment des menaces, des intérêts existentiels de la France en Afrique? Concrètement, à quoi fait-il allusion? À quoi fait-il allusion lorsque Macron parle des intérêts existentiels de la France en Afrique? Il y a d'abord le coup d'État du Niger qui a privé la France de l'uranium du Niger. Et tout le monde sait que la France, il y a quelques années, avait programmé de faire des réformes et de se désengager du nucléaire. Ça n'a pas marché. Ils doivent renforcer leur nucléaire pour s'éclairer, pour s'industrialiser, etc.
Et donc, sur ce plan déjà, la France a fort à faire. Parce que la France est obligée d'aller chercher de l'uranium un peu partout à travers son VRP de Macron. De deux, tout ce qui se fait en ce qui concerne les multinationales, elles ne savent plus où donner de la tête, elles se désengagent de plus en plus. On sait ce que Bolloré a fait. Et pourtant, à travers les médias, Madame Koumbayarichi, à travers les médias français, on nous a démontré que la France pouvait se passer de l'uranium du Niger et pouvait trouver d'autres partenaires à travers le monde. Et d'autres spécialistes nous ont même expliqué que le commerce entre la France et l'Afrique ne représentait que 2%. Oui, 2% parce que la France prend tout gratuitement. On se souvient que Houphouët-Boigny, déjà, avait de temps en temps poussé des coups de gueule en réclamant, en exigeant le paiement des matières premières au prix normal. Ils prennent tout. Dans les 11 accords, M. Christian, tout le monde sait que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, était simplement un vaste supermarché où tous les produits étaient gratuits. C'est quand la France a fini de se servir que nous pouvions vendre le reste. Et si la France décide de garder nos ressources en attendant qu'elle en ait besoin, ce sera le cas. Donc, quoi que fasse la France, quoi que dise la France, d'aujourd'hui, la France a des problèmes. La France a des problèmes insolubles même, je vais dire, parce que quelque chose qui est gratuit ne sera jamais comparable à quelque chose qu'un chef d'État himself peut aller chercher en grattant la tête, etc., etc. Donc, 2% parce que tout est gratuit. Tout le monde le sait. Pendant que la France pense que la Russie menace ses intérêts existentiels en Afrique, c'est le cas de le redire. De son côté, l'ancien président sud-africain, je l'ai dit d'entrée de jeu, Thabo Mbeki, estime que les coups d'État, c'est-à-dire les auteurs des coups d'État en Afrique de l'Ouest, au Sahel, bien entendu, sont de vrais patriotes africains qui luttent contre le néocolonialisme français en Afrique. Je pense que nous devons comprendre la situation qui se déroule en Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années de cela, vous vous souvenez, nous avons dû travailler avec la Côte d'Ivoire pour les aider à s'en sortir. L'une des choses que nous avions observées, c'était qu'il y avait un accord avec la France, signé au début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La France a maintenu une base militaire à Abidjan, la capitale. Le commandant des troupes françaises, dans n'importe quelle situation où il sentait que la sécurité de la Côte d'Ivoire où la sécurité de la France était menacée, il avait le plein pouvoir, un général français, d'occuper la place publique et dire ce qu'il voulait. C'est l'un de 12 ou plus accords que, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi de nombreux autres pays francophones ont signé avec la France à l'indépendance. Le Mali s'y était opposé. Je pense qu'il y a eu 11 ou 12 accords, qui incluent également des prescriptions sur la gestion de leur monnaie. Quand ces pays disposent de devises étrangères, ils doivent les déposer à la Banque de Paris. En retour, la Banque de Paris garantit la convertibilité et la parité de la monnaie CFA qu'ils utilisent. Et donc, ce qui arrive actuellement en Afrique de l'Ouest est une rébellion par les jeunes officiers militaires contre le néocolonialisme français en Afrique. Ce n'est pas simplement des coups d'État militaires pour chasser certains présidents démocratiquement élus. Ces jeunes soldats se disent que nos politiques, depuis l'indépendance, ont respecté cette relation de domination par la France. Et cela doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut considérer cela comme une réponse
euh, donné à Macron, bien sûr, qui est en train de vouloir voilà, instrumentaliser, comme je l'ai dit aussi, la guerre en Ukraine en présentant la Russie comme une vraie menace contre la France. Bien sûr. Quand vous prenez la tranche d'histoire dont on parle, qu'on est en train d'écrire depuis 2020, tout le monde sait que les peurs ont quitté les Africains. L'Afrique n'a plus peur. Il y a des exemples concrets. Vous avez vu la réaction du président de RDC, la réponse cinglante qu'il a donnée à Macron face aux Congolais. Ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... C'est pas habituel. Les Africains ont beaucoup de respect pour leurs hôtes, mais à partir de la révolte du M5 RFP, à partir du fait que les jeunes militaires sont descendus dans l'arène pour avoir vécu des choses innommables au gré de l'occupation par la France du territoire français et du territoire malien, les choses ont changé. Avant d'arriver à Thabo Mbeki, que Thabo Mbeki parle comme ça, c'est tout à fait normal, parce que Thabo Mbeki est parti du pouvoir d'une certaine façon. Thabo Mbeki a vécu la hargne des pays africains pour aider l'Afrique du Sud à se sortir de l'apartheid. Thabo Mbeki suit aujourd'hui, c'est un observateur avisé des questions africaines. Thabo Mbeki sait que comment dire, on n'est plus à l'époque du bon nègre au bon maître. Et ce que Thabo Mbeki ce qui est curieux, Madame Koumbaya, ici, c'est que Thabo Mbeki, c'est quand même un ancien président d'un pays anglophone, donc s'intéresser à ce qui se passe en Afrique francophone, on se poserait quand même la question, comment est-il arrivé à ce niveau? Est-ce parce que, bon, voilà, le fait de trop aboyer, comme est en train de le faire Emmanuel Macron, commence un peu à déranger tout le monde? Non, pas que ça. Vous savez que la guerre du Biafra a été commanditée par la France. Cependant, le Nigeria est le plus grand pays anglophone. Anglophone, oui. Peu leur importe qu'on soit lusophone, anglophone, etc., parce que tout, à partir du général de Gaulle, tout ce que la France a entrepris, c'est de se positionner au nom de l'Occident en Afrique, peu importe où la France se trouve. Et donc, finalement, Thabo Mbeki ne croit pas si bien dire parce que la France œuvre toujours et fait croire, même à la Big Amérique, qu'elle est, comment dire, capable, elle seule est capable de défendre les intérêts de l'Occident. C'est pourquoi Thabo Mbeki sait très bien que Afrique francophone ou anglophone, etc., c'est la fabrication de l'Amérique, de la France, au sortir de la conférence de Berlin au XIXe siècle. Ils se sont dit, quoi qu'il arrive, ces bons nègres-là, ils ne comprendront rien. Nous allons vivre confortablement. Les générations qui vont se suivre vivront toujours convenablement parce qu'ils ne verront que du feu, ils ne comprendront jamais rien. Est-ce qu'on peut penser également que c'est une forme de prise de conscience africaine généralisée parce que dans le même ordre, l'Afrique du Sud a menacé quitter l'Union africaine. Et nous avons vu comment les pays du Sahel, bien entendu, le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà quitté la CEDEAO. Et là, l'Afrique du Sud menace quitter l'Union africaine.
Est-ce pour dire que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde a compris que toutes ces institutions finalement ne servaient pas les Africains et qu'il faut s'en débarrasser? Et naturellement, ces institutions sont financées, la mise en place est facilitée par les Blancs. C'est pourquoi justement, au jour d'aujourd'hui, même les chefs qui ne voulaient pas dessiller les yeux, même ceux qui sont en exercice, qui ne veulent pas dessiller les yeux, comprennent que les peuples n'en veulent plus. Et les peuples arrivent à s'imposer. Quand on voit ce qui se passe au Sahel, on sait très bien que les organisations qui n'arrivent pas à se réformer, les organisations qui n'arrivent pas à faire des peuples leur centre d'intérêt, ce sont des organisations qui ne vont pas survivre à la bourrasque. Parce que non seulement les institutions qui ont été mises en place avant les indépendances, mais même celles qui sont mises en place alors que l'Afrique a plusieurs décennies d'existence, l'Afrique indépendante. Je pense à la CPI. Tout le monde sait aujourd'hui que toutes ces institutions-là sont faites pour soumettre l'Afrique, pour vassaliser les Africains et pour permettre aux Blancs de s'épanouir. C'est pourquoi justement, ça ne peut plus continuer. Trop, c'est trop. Il faudrait que tout le monde comprenne le message des jeunes, surtout des jeunes africains qui sont de plus en plus nombreux. Ils sont des milliards pour qui il n'y a aucune espérance. Le chômage, l'ignorance, la pauvreté, l'immigration, etc., ça ne peut plus continuer. Il faudrait que ces pays-là révisent leur copie parce que le monde unipolaire n'a eu aucune chance à travers la mondialisation. La Russie va obliger tous les pays, c'est pas parce que la Russie est peuplée par des magiciens, non, parce que les conditions d'épanouissement des peuples sont réunies, tenez, ça fait quand même plusieurs siècles, au moins 5, 6, 7 siècles, ça suffit. Alors, après plusieurs jours passés à Niamey, bien entendu, une délégation conduite par la sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, la sous-secrétaire d'État américaine, accompagnée d'une responsable du Pentagone et du commandant en chef de l'AFRICOM. C'est quand même des hautes personnalités, mais qui n'ont pas pu rencontrer le général Tiani simplement parce que voilà, on dirait que le point d'achoppement aurait été le choix des partenaires par Niamey qui est reproché de s'être rapproché de la Russie. Et on accuse d'ailleurs le nouveau pouvoir d'avoir passé un accord secret sur l'uranium avec l'Iran. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Des accusations, dirait-on, très graves. Est-ce que derrière ces accusations, ces menaces, n'est-ce pas toujours le spectre de l'intervention militaire au Niger? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule donne qu'ils ignorent, c'est que ce sont des hommes de dignité qui sont maintenant à la tête de nos pays au Sahel. Parce que ce sont des hommes que le courroux des Africains, que l'injustice faite à nos peuples ont sécrété. Ils n'y peuvent rien du tout. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que
quoi qu'ils fassent, ils peuvent tuer certains, ils peuvent provoquer la guerre, mais rien n'y fit, la donne a changé. La Big Amérique est le pays le plus pauvre d'Afrique. Qu'on les mette en équation, c'est quand même extraordinaire. En soi, c'est une victoire. En soi, c'est une victoire. La déculottée que cette délégation de très haut niveau a subi, rien ne peut changer ça. Parce que si l'Irak a été attaqué, c'est à cause de ce qui s'est passé. Ben Laden et les tiens ont humilié l'Afrique, et l'Amérique, j'allais dire. Le résultat, ce fut l'Irak, la guerre en Irak. Mais aujourd'hui, ils vont déclarer la guerre, au Niger. Non, ils ne peuvent pas, parce que pour déclarer la guerre, ils sont obligés de passer par les Nations Unies. Oui, mais le fait d'accuser, Koumbayar ici, le fait d'accuser le Niger d'avoir passé des accords secrets avec l'Iran, c'est quand même grave. Et là, on est en train finalement de s'acheminer vers, pour me répéter, le schéma de l'Irak. Oui, parce que ce ne sont que des menteurs. Tout le monde a compris que le mensonge d'État en Amérique est de mise chaque fois que l'Amérique se sent humiliée. Pour l'Amérique, ce n'est pas tant des intérêts financiers, c'est l'humiliation. Parce que l'Amérique trône sur le monde depuis très longtemps. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique était la seule puissance qui pouvait en imposer à tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont les petits poussés qui font comprendre à l'Amérique que les peuples se valent, nous sommes d'égale considération et donc l'Amérique doit tout faire pour faire attention. En ce qui concerne le conflit qui oppose l'Amérique au Niger, qu'est-ce que le Niger a dit? Pour justifier la mesure qu'il a prise, c'est que le contrat qui a été passé entre le pouvoir sortant et l'Amérique en 2012, entre ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act.
sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. Le droit n'a pas été respecté. Chez eux, les deux chambres sont consultées pour quelques mesures d'intérêt national. Mais chez nous, c'est un seul monsieur qui s'assoit face à quelques personnes et qui signe tout ce que les grands veulent. Et c'est ce qui doit changer. En réaction, bien sûr, de ces menaces américaines, Niamey a demandé le départ immédiat des troupes américaines. Après, on se posera la question, puisqu'on apprend également qu'il y a déjà des négociations qui sont menées par les États-Unis pour tenter un peu de calmer le jeu. Mais même s'ils partaient, est-ce que vous pensez que la menace sera éradiquée? Le cabri mort n'a pas peur du couteau. Nous, aujourd'hui, ça nous est complètement égal. D'où que viennent les menaces, nous allons les contenir parce que nous sommes debout. Nous sommes des peuples debout. Et le reste du monde doit savoir qu'on nous doit du respect, tout simplement. Vous avez vu ce que nous sommes en train de vivre au Sahel aujourd'hui. C'est presque l'enfer sur terre, mais nous rions tout de même. Nous sommes debout et nous sommes prêts à toute éventualité. Donc, on dirait que c'est le prix de la liberté et de la souveraineté. Absolument, absolument. La liberté, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache et nous, on le sait. On nous l'a dit depuis le berceau. On a vécu ça. Aujourd'hui, stop. Ils peuvent tout faire. Il n'y aura rien du tout. On n'a pas peur. Mais alors, quelle lecture faites-vous donc finalement de cette ingérence, s'il faut appeler ça comme ça? Parce que au niveau de l'Ukraine, je crois que vous avez suivi tout ce qui a été dit sur l'Ukraine, qui avait le droit de choisir ses partenaires, qui était souveraine. L'Ukraine avait le droit d'adhérer à l'Union européenne ou même l'OTAN, et je crois que les débats sont autour. Et quand il s'agit des pays africains, on vient leur imposer des partenaires. Et il faut rappeler que la Chine n'a jamais, ou la France ou les États-Unis n'ont jamais rompu des relations avec la Chine. La Chine n'est pas une démocratie. Nous avons vu dernièrement l'émir du Qatar à l'Élysée qui est arrivé et qui, soi-disant, a apporté 10 milliards de dollars d'investissement. Le Qatar n'est pas non plus une démocratie. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit des pays africains, on veut leur imposer avec qui traiter, avec qui collaborer? Oui, mais parce qu'avant, ils avaient des sous-préfets. Ils avaient mis des sous-préfets à la tête de nos États, qui en imposaient à tout le monde, qui brandissaient la peur de ceci, de cela, parce qu'ils ont tous comment dire, les Blancs les tenaient par beaucoup de choses. Ils les poussaient à des excès qu'ils brandissaient contre eux. Ils volent, ils ont des dossiers sur eux. Ils trichent, ils ont des dossiers sur eux. C'est la mauvaise gouvernance, ils leur demandent, ils leur donnent des orientations, mais c'est eux seuls qui doivent endosser toutes les responsabilités. Et donc, finalement, maintenant que ces hommes qui nous sont régulièrement imposés, qui nous ont été régulièrement imposés, leur race est en train de s'éteindre, vous comprenez, Monsieur Christian, que ce sera beaucoup plus difficile pour eux parce que, d'autre part, ce que vous n'avez pas dit, c'est que la France aujourd'hui traverse une période particulière. Il n'y a plus d'hommes d'État en France. Il n'y a plus d'hommes d'État en France et les Français eux-mêmes insultent proprement Macron. Ils ne se reconnaissent plus dans Macron, donc il n'y a pas d'homme d'État. Et l'un dans l'autre, c'est des spectacles
qu'on ne voit. Regardez, il y a le débat qu'il y a, le débat culturel qu'il y a en France aujourd'hui. Une jeune franco-malienne qui ne fait que chanter. Elle fait l'objet de toutes les railleries, l'objet de tout racisme, etc., etc. Et son implication ou alors son appel à participer à l'ouverture des JO de Paris alimente toutes les causeries aujourd'hui. Et les Français sont en train de se découvrir. On sait très bien que les Français, la France n'est plus le pays des droits de l'homme. La France est le pays des droits des Français riches, pas les sans-dents. Voilà. Les sans-dents, les gilets jaunes et autres qui constituent la majorité, les travailleurs SDF qui constituent la majorité de la France ne sont plus français. Et donc, c'est le drame, c'est ce drame-là qui se noue sous nos yeux. La France n'a que les yeux pour pleurer. C'est que le début. Allons donc au Mali, chez vous, Madame Koumbaya Russi, où le Premier ministre Choguel Maïga a été révoqué de ses fonctions du président du mouvement du 5 juin, le Rassemblement des forces patriotiques. Une décision qui apparemment n'a pas été facile à prendre, d'autant plus que la réunion, et c'est ce que nous apprenons, a duré, mais longtemps jusqu'à tard dans la nuit. Ma première question, que reproche-t-on à Choguel Maïga? Je suis peiné. C'est le minimum, parce que nous avons cru en Choguel Maïga. Nous l'avons donné comme Premier ministre et l'onction de la CEDEAO à l'époque était nécessaire. Et d'ailleurs, quand le président Assimi est allé avec son nom, c'est l'embargo qui a été brandi. Si vous tenez à nommer ce monsieur, on vous impose un embargo. Malheureusement pour la CEDEAO, la commission, Assimi Goïta, en tant que soldat, a résisté et a dit qu'il ne pouvait pas reprendre sa parole au M5. Ça nous a obligés au M5 de faire tout pour que le M5 n'échoue pas à travers Choguel Kokala Maïga. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Très tôt, Choguel Kokala Maïga a réussi à nous mettre dos à dos alors que le CNSP, c'est-à-dire les colonels, avaient proposé un partenariat stratégique avec le M5, ce qui voulait dire que le M5 et le CNSP devaient avoir un cadre de travail, un cadre de discussion pour aborder toutes les questions d'intérêt général, d'autant plus que même le PAG du Premier ministre plus tard, la quintessence était nos 10 points, 17 mesures. Les soldats, eux, ont respecté leurs paroles, mais nous, comme il l'a dit, comme il l'a clamé, il nous a abandonnés en rase campagne. Il nous a mis dos à dos avec le CNSP. Il a préféré avoir un tête-à-tête avec les militaires. Nous avons rongé nos freins. Nous n'avions que les yeux pour pleurer parce qu'il fallait sauver la transition. Mais qui a bu boira. Choguel s'est surpris en train d'être le plus intelligent d'entre nous. Il s'est affublé de tous les superlatifs et n'en a fait qu'à sa tête. Il a d'abord voulu enterrer le M5 RFP en créant les forces du changement. Ça n'a pas marché pour lui. Il est revenu à la maison. Mais nous pensions que c'était fini. Non. Choguel a continué d'enfoncer le clou. Il a tué tout débat au sein du M5. Le M5 qui est un vaste mouvement hétéroclite. Le M5 qui a accepté qu'à l'intérieur, il y ait des hommes, des femmes, des jeunes, point final, sans
fouiner dans la vie, sans fouiner dans le passé de qui que ce soit, pour simplement le bien collectif. Mais il a créé des officines, il avait des bras armés, et Choguel n'a pas lésiné sur les moyens à travers la surmédiatisation, la création d'un collectif de vidéomans, la création de ce qu'il a appelé des influenceurs pour influencer qui, pourquoi faire, non. Donc, oui, mais Madame Koumbayar ici, que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement c'est une crise de leadership qui oppose ou qui a opposé les deux camps dirigés respectivement par le premier vice-président Boubacar Traoré et le deuxième vice-président Imam Oumarou Diarra? C'est faux, c'est 3 fois faux, parce que Bouba Karamogo Traoré est issu des rangs de Espoir Malikoura, dont je suis membre. Il n'y avait rien du tout. Lui et son chef, Bouba nous a reniés. Bouba ne participait plus aux réunions. Bouba ne participait pas aux activités. Bouba ne nous reconnaissait rien du tout. Bouba s'est assujetti à son président. Il en a été averti longtemps. Je vais faire économie de tout ce qui a provoqué tout ça. Mais le principal responsable à mes yeux, c'est le président du comité stratégique qui a oublié très vite toutes les empoignades qu'il y a eu, qui a oublié le départ des personnalités qui n'étaient pas des moindres, un ancien premier ministre, d'anciens ministres, des hommes de lettres, de culture, qui ont dû quitter le navire parce qu'on leur a opposé un niet définitif à vouloir mettre main basse sur le M5 et d'en faire une machine électorale, évidemment, sous la férule des fois de la France, parce que certains d'entre eux, nous en avons la preuve, sont des francophiles et ils sont d'intelligence avec la France. Ça, on le sait. Et c'est pourquoi on les a laissés partir. Mais Choguel a manqué d'intelligence politique. Choguel, je crois que le pouvoir lui est monté à la tête et il n'a rien fait pour se comporter en leader, en chef. Mais est-ce qu'on n'assiste pas là vraiment à une lutte de positionnement finalement entre, disons, les leaders qui incarnent bien entendu votre mouvement? C'est pas une lutte de positionnement, ça? Mais on ne se positionne pas à la fin, quand on tend vers la fin de la transition. C'est stupide de se positionner. Le timing, c'est important en politique. Mais ce qui est à déplorer, c'est que Choguel Maïga, dans ses velléités ou dans ses désirs de surplomber le mouvement, dans son désir de se mettre toujours en évidence, il a oublié ce pourquoi on l'a mis là. Remettre le pays au travail. Tenez, M. Christian, on est en train d'endiguer l'insécurité. Il va falloir repenser nos politiques. Il va falloir intégrer la reconstruction du pays. C'est le vide total. Il passe tout son temps. Si on comptabilise le nombre d'heures, le nombre de rencontres, le nombre d'audiences, de 2021 à maintenant, c'est à la tonne et au quintal. Qui vous représente désormais au niveau de l'appareil étatique, puisque c'est lui qui est là comme Premier ministre? Vous avez quelqu'un d'autre qui vous représente désormais? Oui, et la question, je crois que la question n'est pas là. Nous, on ne se pose pas la question en termes de qui nous représente. Nous avons donné Choguel Kokala Maïga pour qu'il soit Premier ministre. Et le M5 était censé d'ailleurs, dès qu'il est arrivé,
le premier regroupement qu'il a présenté à l'opinion nationale et internationale, c'est le comité stratégique dans son ensemble pour dire que c'est le volet politique, c'est avec le comité stratégique. Donc, nous, on était censés politiquement représenter et le CNSP et l'administration et tout le reste. Mais ça veut dire aussi que vous ne vous opposez pas qu'il continue à assumer ses fonctions de Premier ministre. Certainement pas. Justement, Shogel Kokalamaïga sait très bien les reproches qu'on lui fait. Il n'a pas travaillé. Il n'a fait bouger aucune ligne. On ne peut pas passer ses journées, ses après-midi, ses soirées à conférer avec tout le monde et travailler. Ce n'est pas un homme de dossier. C'est ce qui est surtout dommageable. Shogel n'est pas un homme de dossier. Shogel dit à tout le monde, à la télévision, la crise énergétique, ah non, 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 je ne sais rien du tout. On ne m'a rien dit. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le référendum. Ah non, 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 moi, je n'en étais pas avisé. D'ailleurs, je n'étais pas à Bamako. J'ai dû vite rentrer pour passer, et comment dire, pour soutenir. Non, il n'est au courant de rien du tout. Et ses ministres sont orphelins. Tout le monde connaît. Oui, au courant de rien du tout. Pardon, Madame Kumbaya, je suis obligé de vous poser cette question. Il est au courant de rien du tout. Est-ce que cela peut avoir un lien avec, bien sûr, son état post, bien sûr, souci de santé? Non, je ne crois pas. Depuis le début, pour qui a suivi le parcours de Shogel, c'est depuis 2021, moi, je me dis, comme nous ne parlons pas avec les militaires, chacun fait son analyse à l'aune de son expérience, à l'aune de ce qu'il voit. On n'a pas dessaisi, à mon avis, on n'a pas dessaisi Shogel, mais on s'est rendu compte qu'il n'occupe pas l'espace de travail, si je peux parler comme ça. Ce n'est pas un homme de dossier, il ne s'intéresse à rien du tout. Il se fait valoir. Shogel est matin, midi et soir à la télévision. Shogel, j'ai passé 1 an au ministère, et comment dire, à la primature. J'ai eu le temps d'observer et de me rendre compte de ce que Shogel, je ne sais pas, il a peut-être un agenda ou alors il est tout simplement incompétent. Et donc, est-ce que vous lui avez donné, pardon, est-ce que vous lui avez donné tout de même une dernière chance pour se rattraper, ou bien vous êtes passé directement à sa révocation? Ah non, non, non. Il y a eu 2 communiqués. Un premier communiqué qui lui demandait de revenir parce qu'il y a des griefs qui sont retenus contre lui. La réponse, ce fut un meeting qu'il a occupé, qu'il a organisé à coups de millions. Un meeting qui a fait flop. Et nous sommes revenus, quand on est républicain, quand on est malien, quand on tient compte de du ressenti de nos compatriotes, on lui a donné une 2e chance. Qu'est-ce qu'il a fait? Un de ses turiféraires est sorti et a distribué des injures à l'endroit de tout le monde. Finalement, lui croupit en prison. C'est dommage. C'est dommage. On aurait voulu tout simplement que le feu que Shogel a allumé ait été éteint d'une autre façon. Et donc, nous lui avons donné, nous avons fait une sortie encore, nous lui avons donné 3 jours. Mais monsieur n'a rien voulu entendre. Il a un consortium de vidéomènes, de gens qui vous insultent. Peut-être qu'après cette émission, moi, on va m'insulter proprement.
Voilà ce à quoi ressemble au Mali aujourd'hui. Un combat Alors, de dignité. dites-moi, Madame Koumba, oui, Madame Koumba Yarissi. Et s'il vous plaît, un combat pour la dignité, un combat pour l'honneur, c'est ce qu'avait été le M5. Tout le monde a vu les empoignades du M5 avec Goodluck Jonathan, entre autres, la CEDEAO. Mais aujourd'hui, à Bamako, c'est triste. Ils ont transformé tous ceux qui cherchent leur pitance de manière piteuse en je ne sais quoi. Ils bondissent sur vous. Vous pouvez imaginer, vous qui suivez la situation depuis longtemps, les gens vont mourir. Tout le monde va se mobiliser pour une seule personne, qui qu'il soit. C'est ça le drame. C'est Choguel qui a été son propre fossoyeur et il a déstructuré notre mouvement. Il a changé la trajectoire de notre transition. Voilà ce que moi je lui reproche et je le lui ai dit. Devant témoin. Nous savons que Choguel Maïga est quand même une pièce capitale du puzzle de, disons, la transition malienne. Et lorsque vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez pris en compte l'impact que cela pourrait avoir au niveau de l'Afrique, au niveau des panafricanistes, de savoir qu'il a été révoqué de votre mouvement? C'est quand même quelqu'un dont la voix porte et beaucoup, beaucoup de jeunes Africains croient en ces discours. Oui, ben, ces discours, les mêmes discours depuis 2020, sans rien du tout. Le pays se meurt. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo sur quelque personnalité que ce soit. Toutes les mesures ont été levées, mais le Premier ministre est incapable d'aller mobiliser des fonds, d'aller établir des contrats avec un pays, par exemple, comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Iran, où il y a l'argent frais. Nous, on nous dit que notre sous-sol regorge de tout, mais lui, il en a cure. Il en a cure. Soutenez la transition, faites ceci, faites cela, c'est tout. Il ne parle jamais d'aucune des préoccupations des Maliens que nous sommes aujourd'hui. Et donc, si les panafricanistes et le reste du monde font le combat, notre combat aujourd'hui, moi en tout cas, Choguel doit rendre le tablier parce que si on le laisse encore 100 ans, la misère va s'accentuer, le pays ira à volo. Il doit savoir que l'honneur, la gloire d'un leader, c'est de savoir quitter les choses. Parce que sinon, il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, il y a des Maliens qui demandent que le CNT se saisisse de la question et que le CNT l'amène devant leur auguste assemblée, que les conseillers l'amènent pour l'interroger sur tout ce qu'on lui reproche. Madame Koumba Yarissi, ce n'est pas non plus le moment d'aller finalement vers les élections pour que le pays puisse fonctionner normalement avec, bien entendu, des technocrates que les Maliens auront choisis, bien entendu. Des technocrates, vous parlez. Ce sont ces mêmes technocrates qui nous ont conduits dans le trou. On a de quoi, on peut comparer les situations au jour d'aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire, les militaires ont monté les stratégies idoines. Les militaires ont fait le job. Ils ont réussi à remettre l'armée à flot. Ils ont réussi à refonder notre armée. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Quid de ce que vous appelez technocrates? Ils n'ont fait aucun travail. Aucun travail. Aujourd'hui, Choguel, quand il fait appel à quelques strates de notre société, il est boycotté. Alors, est-ce que le panafricanisme, c'est ça? Est-ce que les panafricanistes veulent que le Mali continue à rester debout ou alors qu'on s'accroche à une seule personne
et voilà, et qu'on recommande notre âme à Dieu en attendant que le pays se disloque. Donc nous, en fait, de technocrates, ça n'est pas ça le problème. Parce que même les militaires sont des technocrates. Ils sont des technocrates. Nous savons très bien qui est qui dans ce pays. Il y a des militaires cultivés. Il y a des militaires qui ont été dans des grandes écoles, dans de bonnes écoles. Mais les civils au Mali, ils ont besoin de retourner à l'école de l'honneur, l'école que Modibo Keïta avait prônée. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'armée, de la sécurité. C'est le cas de vous poser la question sur le projet, je crois, d'une armée de la sous-région. Une armée peut-être confédérale, parce que le Sahel est en voie de constituer une confédération. Mali, Burkina et Niger. Une armée qui sera forte de 30 000 hommes. Une armée... 30 000. Et rien que ça. Une armée... Financée par qui? Qui va financer cette armée? Qui va l'équiper? Nous-mêmes. Depuis le début de l'offensive, nous n'avons pas emprunté où que ce soit un seul copec pour financer nos activités militaires au Mali. Ce sera le cas pour tous les 3 pays. Nous ne sommes pas les derniers de la classe. Un complot avait été mis en place pour ranger l'Afrique au rang de pays où tout le monde est écervelé, les gens ne savent pas réfléchir, ils ne savent pas choisir, on doit choisir pour eux d'éternels mineurs comme du temps de Napoléon. Et donc, et cette armée sera à la zone des 3 frontières. C'est pourquoi, justement... Donc, si j'ai bien compris, c'est la réponse à apporter au groupe, disons, à l'agression des groupes terroristes, c'est ça? Absolument. C'est pour combattre le terrorisme, c'est pour défendre le Sahel, c'est pour permettre le développement, on ose espérer, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, nous pensons que l'insécurité sera contenue et que nos pays pourront être remis au travail à condition qu'on choisisse les hommes et les femmes ès-qualité. La propagande et autres n'a pas de place dans un pays en guerre. Non. La politique politicienne n'a aucune place chez nous au jour d'aujourd'hui parce que nous devons manger, nous devons travailler, nous devons boire, nous devons éduquer nos enfants. Les écoles privées sont sur le point de fermer leurs portes parce que les parents, beaucoup de parents ne travaillent plus, donc ne peuvent plus faire face. Donc les enjeux sont éminemment importants et tout est urgent aujourd'hui. Ce gouvernement-là doit laisser la place à un autre gouvernement, un gouvernement de combat, un gouvernement qui sait et qui sait mesurer les enjeux, qui sait travailler, qui sait mettre en place les stratégies qu'il faut. On ne peut pas demander en même temps à ceux qui se battent matin, midi et soir de faire le travail politique ou le travail administratif. C'est ce qui leur est demandé. Le M5 ne s'est pas battu pour ça. On ne s'est pas battu pour ça. On s'est battu lorsque vous dites Kouba Yaressi, lorsque vous dites que ce gouvernement doit laisser la place aux personnalités à même de conduire, sinon de relever l'économie du pays, vous pensez à quel type de gouvernement sous l'actuel président Assimi Goïta ou Absolument. De quoi vous faites allusion? Absolument. Sous l'actuel président, d'ailleurs, s'il m'écoute ou si ceux qui vont nous écouter peuvent lui faire parvenir le message. Il doit continuer d'écouter les Maliens, pas le chant des cygnes. Un autre gouvernement avec Assimi comme président, patron de l'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Choguel a montré toutes ses limites. Il a rendu des services, c'est bon aujourd'hui. Nous lui en serons toujours reconnaissants, mais
Le pays a besoin de sang neuf. Le pays est confronté à des challenges énormes et lui n'est pas l'homme de la situation. Dissolution par décret présidentiel, bien sûr, numéro 2024-0160-PT-RM du 14 mars 2024 de l'Association des élèves et étudiants du Mali pour menaces à l'ordre public et violation de l'espace scolaire et universitaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Que s'est-il passé concrètement? Vous savez, quelque temps avant l'insurrection qui allait emporter Moussa Traoré, l'UNEM avait été dissous et en lieu et place a été créée l'association des élèves et étudiants du Mali. Déjà de par l'appellation, on sait très bien que des élèves qui vont au collège à 10 ans, 11 ans, et des étudiants qui doivent se battre et qui ont 20 ans, 25 ans, c'est déjà pas bien pensé. Parce que toutes ces organisations, toutes ces associations étaient organisées en prélude à l'apprentissage de la démocratie. Tous ces étudiants, ces élèves devaient apprendre l'exercice de la démocratie. Les causes sont nobles, hein? Les cahiers de charges sont clairs, mais à l'exercice des choses, nous nous sommes rendus compte que c'était tout sauf ce qu'on avait dit. Alors, l'association, l'AEM, a donc été créée après la transition de 91, donc de 92 à 2024. L'association a généré des criminels. L'espace scolaire a été un no-man's land où on trouvait drogue, vol, des voleurs, etc., etc. Tout sauf ce qu'on devrait trouver dans un espace scolaire. Il y a, comment dire, moi j'ai été chargé de mission à l'éducation nationale. J'ai été témoin de situations pas cocasses, mais dramatiques. Des ministres à qui de simples étudiants en imposaient. Sous ATT, il y avait 250 millions chaque année inscrits dans le budget de l'éducation nationale pour entretenir les syndicats et l'AEM. Qui dit mieux? En 10 ans, ça fait quoi? 2,5 milliards. Avec 2,5 milliards, on peut construire 4 ou 5 lycées professionnels qui formeraient des ouvriers qualifiés, des techniciens, etc. Mais non, on a préféré acheter la paix, disait-il, mais en réalité, c'était pour préparer leur arrivée au pouvoir. Parce que depuis 91, ils se sont servis de l'AEM pour faire valser pour renvoyer Moussa Traoré, et ça a toujours continué. L'AEM, c'est le bras armé des politiques. Des fois, ils ne s'en cachent même pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a eu des forats, il y a eu beaucoup de rencontres au cours desquelles la dissolution de l'AEM a été demandée. Mais il y a des anciens de l'UNEM, l'ancêtre de l'AEM, qui étaient présents dans l'arène scolaire pour assister. Mais Madame Koumba Yarussi, qu'ont-ils fait ces élèves et étudiants concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques 2 éléments, par exemple, pour nous aider à mieux apprécier la situation? Il tue pour être secrétaire général. Il tue pour être secrétaire administratif. Il tue pour être membre de l'AEM parce que être membre de l'AEM, ça donne beaucoup d'avantages. Ça vous permet de contrôler, par exemple, le parking. Parking, ça vous paraît simple. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes un pays de motos où tous les étudiants ont des motos. Et chaque jour que tu viens garer ta moto, tu payes de l'argent, ça leur fait des dizaines de millions qu'ils se partagent. Et comme
les grèves sauvages, perlées et autres sont toujours de mise. Cette AEM raquette les fondateurs d'écoles privées. Et tenez, monsieur Christian, on sait que vous avez un lycée dans tel quartier de Bamako. Si vous ne voulez pas qu'on fasse sortir vos étudiants, 250 000 par an. Vous payez parce que vous ne pouvez pas dire aux parents d'envoyer leurs enfants au casse-pipe et rien du tout, entre autres. Ils font ça. Et donc, à chaque fois qu'il faut renouveler les bureaux, c'est des machettes, des fusils. Ah bon? Régulièrement, les commissariats qui sont dans la même commune que ces soi-disant universités, quand ils font des descentes, tout le monde voit ce qu'ils trouvent dans les chambres d'étudiants. Tout. Des armes blanches, c'est ça? Pas seulement. Des fusils, des revolvers, de la drogue. Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. C'était devenu la pègre. La pègre, ils tuent. Et très souvent, les étudiants, les élèves n'étaient pas des sujets de droit. Très peu sont allés en prison. Aujourd'hui, le président de l'AEM et 8 de ses compagnons sont en prison, sans compter ceux qui ont tué. Eux n'ont pas tué, mais moralement, ils sont tenus pour responsables. Donc, ils tuent. Ils volent. Ils mettent la pression sur les professeurs. Les professeurs, même le choix des sujets, l'AEM s'implique dans le choix des sujets. On a vu ça dans quel pays? On a vu ça dans quel pays? Donc, tout sauf l'apprentissage du savoir. Le seul savoir, c'est la mort qu'ils sèment. Et dernièrement, il y a eu un mort. Il n'y a pas un mois. Le scandale est parti de là. Et après, il y a eu une rencontre autour de l'école. Je crois que ce sont les états généraux. Et les participants ont demandé la dissolution de l'AEM. C'est pourquoi l'association a été dissoute. Et nous, en tant que société civile et autres, nous demandons aux autorités de notre pays de décrocher les lycées de l'université. Ils n'ont pas les mêmes intérêts moraux ni matériels à défendre. Non, mais nous sommes arrivés à la fin. Probablement que vous aviez quelques choses à dire, notamment en fonction de tout ce qu'on vient de se dire, mais beaucoup plus sur la situation du Mali actuellement. S'il y a un message envoyé aux Maliens, que leur direz-vous? Eh bien, je dirais tout simplement aux Maliens que nous sommes à la croisée des chemins et que tous, nous continuons de nous engager, de rester mobilisés, et que ceux qui ne sont pas, ceux dont on réclame le départ, qu'ils comprennent que la constante de l'histoire, c'est le changement. Quand les gens se sont retrouvés, se sont regroupés pour vous désigner, c'est avec un cahier de charge très, très précis. Mais si les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, on doit en tirer les conséquences et donner la chance au retour à la sérénité, que tout le monde puisse reprendre ses esprits et qu'on puisse remettre ce pays au travail, parce que le peuple malien a prouvé à la face du monde que c'était un peuple pour qui l'honneur, la dignité comptent. Les Maliens broient du noir aujourd'hui, mais les Maliens le font comme le loup d'Alfred de Vigny. Nous sommes 23 millions de personnes. Il y a forcément des gens qui peuvent y arriver. Donc, donnons la chance à la sérénité. Donnons la chance au retour au calme
et que tous ceux qui mettent le Mali dans une situation difficile se souviennent que le dernier mot, ils ne l'auront pas. Merci Kumbaya Russi, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. En tout cas, membre du comité stratégique. Merci pour cette précision de nous rappeler que vous êtes également un membre du comité stratégique. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Après avoir partagé massivement cette interview pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt, mais en attendant, prenez vraiment soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.